Les artistes, aujourd'hui, on va voir ma méthode et plusieurs façons d'aborder la création de vos peintures abstraites, comment on s'organise, qu'est-ce qu'on fait, quelles vont être les différentes étapes, et surtout les différentes approches, différentes méthodes. Il y a beaucoup de choses à voir, ça va vraiment vous aider dans la pratique, dans votre approche de la peinture, dans la génération d'idées, et voilà, vous allez voir que ça va vraiment transformer vos œuvres, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Bonjour les artistes, donc très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va commencer par l'approche, les différentes approches. La première, c'est l'approche aléatoire, qu'on appelle surtout l'abstraction lyrique. C'est pas vraiment ce que je fais le plus. Je le fais dans certains cas quand je fais des peintures intuitives, mais qu'est-ce que c'est l'abstraction lyrique? C'est vraiment l'émotion du moment. On prend l'émotion du moment, on prend les pinceaux et on y va. On réfléchit pas. Voilà, il faut éteindre le cerveau, on laisse que l'hémisphère droit travailler et on y va. On balance des couleurs, etc. On travaille avec tout et n'importe quoi. L'abstraction lyrique, c'est ça. C'est vraiment l'émotion. Il ne faut pas qu'il y ait de place pour la réflexion. J'aime pas trop travailler comme ça, dans le sens où il y a une perte totale de contrôle qui ne me correspond pas, qui fait que je trouve que les choses sont pas assez abouties. Ça va très très vite. Je peux pas porter toute ma réflexion sur la gestion des couleurs, la composition, la gestion de mes valeurs, les ombres, etc. Tout ça, donc, pour ces raisons-là, c'est assez contraignant. Mais par contre, effectivement, j'aime bien l'énergie qu'il y a à ce moment-là, quand par exemple on écoute de la musique et qu'on se lance, allez c'est parti. Il peut arriver, vous pouvez vous surprendre, effectivement il y a des choses qui peuvent sortir de vous à ce moment-là, donc je vous invite quand même à l'expérimenter. Deuxième approche, c'est l'approche plus classique, l'approche structurée. Là c'est vraiment l'extrême contraire de la précédente, c'est-à-dire qu'on sait exactement où on va. La colorimétrie, les valeurs, la composition, et j'en passe. On sait exactement d'où on part, et jusqu'où on va aller. Alors cette approche structurée, j'utilise par exemple quand je travaille sur mes séries. Alors mes séries, comme vous le savez, il y a certains tableaux que je numérote et que je refais, mais un peu différemment, bien entendu à chaque fois en fonction du format, en fonction de plein de choses. Et donc ces séries de mes tableaux, vous les connaissez peut-être. Il y a les Seikashi, les Casanyo, les Kyokuro, les Ikigai, voilà. Tout un ensemble de tableaux que j'ai refait de très nombreuses fois. Alors par contre, à chaque fois, ça reste des tableaux uniques dans le sens où je leur fais jamais exactement de la même façon. Je vais bien entendu beaucoup plus loin parce que moi, il faut que j'évolue dans ma pratique de la peinture. Donc des fois, sur certaines subtilités au niveau de la couleur, au niveau des ombres, au niveau de la gestion de mes valeurs, et encore et toujours, au niveau de ma composition, au niveau de l'équilibre, du format, ça peut être plein de choses. Tout ça, je le réévalue un peu, mais sinon, je reste dans une démarche qui correspond à ma série. Ensuite, vous avez l'approche de l'entre-deux, je l'appelle comme ça. Et j'adore cette méthode-là. C'est le fait de prendre une partie d'aléatoire et de l'utiliser ensuite avec mes techniques et de structurer tout ça. Je m'explique. J'adore le faire et je vous ai souvent montré comment je faisais. Je pars d'une première couche qui va être aléatoire. Cette couche aléatoire, elle me sert de composition. Voilà. C'est quand j'aime bien que le hasard viennent m'aider sur ma composition. Alors j'ai quand même les grandes lignes, mais je faisais par exemple un sens. Est-ce que je vais être sur quelque chose de linéaire, de vertical, d'horizontal, en diagonale? Voilà, je choisis quand même le sens. Mais après, je vais utiliser des teintes claires, comme je vous montre ici, et je vais, par exemple avec de l'eau, de la dilution, de la matière, certaines teintes, laisser un côté un peu aléatoire et rapide. Je laisse sécher tout ça, et ensuite, je travaille dessus. Et là, bien sûr, je prends tout mon process et j'applique tout mon process structuré qu'on va voir après en au-dessus de cette couche. Mais cette couche, clairement, elle va vous donner le là. Vous allez vous surprendre parce que vous allez voir naître devant vous la composition quand ça fonctionne. L'exercice a l'air simple, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas forcément. Il faut l'expérimenter. À force de le faire, vous allez voir que vous allez beaucoup apprendre de vous, surtout, apprendre des méthodes, de la pratique, et vous allez réussir à vous adapter. Peut-être pas au début, c'est sûr, mais vous allez réussir après, avec le temps, à vous adapter, à savoir exactement comment rebondir et vous servir de cet aléatoire pour faire du structuré. Donc maintenant, je vous parle de mon processus. Première chose, chez moi, c'est peut-être pas le mieux, hein. Chacun fonctionne différemment, mais moi, c'est la réflexion sur la couleur. Indispensable. Pour moi, la couleur, elle domine tout dans mes œuvres. C'est un choix. C'est un choix parce que j'adore ça. J'adore la couleur. Je vais définir, si ça vous intéresse de savoir exactement comment je fais toutes mes méthodes sur la couleur, mon process justement que je vous apprends aujourd'hui, mais tout le reste sur comment vraiment bien utiliser la couleur pour l'abstrait et même le figuratif, je vous invite à découvrir 50 nuances d'abstrait.
Vraiment, pour beaucoup, ça les a fait décoller. Parce que la couleur, c'est pas évident, hein. Généralement, on achète un tube avec chaque couleur, on se dit, bon, je vais mettre un peu de couleur, un peu de ci, un peu de ça, et puis on s'enterre dans ce piège qui fait que on n'arrive à rien. Et puis, une fois qu'on a sorti toutes les couleurs du tube, qu'on a mélangé un peu tout ça, on se dit, bon, ouais, ok, qu'est-ce que je fais? Ça marche pas. Voilà, bref, 50 nuances d'après, je vous en parle pas trop ici, mais je vous mets un lien, allez découvrir toutes ces 250 pages de contenu sur un e-book, que vous pouvez consulter sur tablette, etc. Et 5 heures de vidéo. Donc voilà, après ça, la couleur, ça aura plus de secret pour vous. Donc comme je disais, ma réflexion sur la couleur. Pour vulgariser, donc je vais prendre mon cercle chromatique, si j'ai pas trop d'idées, je vais partir d'une couleur dominante, je vais faire des associations. Comme dans 50 nuances d'abstrait, je vous apprends tout ça. Ça peut être une association simple, une complémentaire, ou alors après, ça peut être des tétradiques, des complémentaires adjacentes, etc., etc. Il y en a plein, mais il y en a tellement plein. Quand vous n'avez pas d'idée de couleur, c'est magique, hein. Alors là, vous partez d'une couleur et tac, 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 vous en avez 4, 5, 8, 16, après tout arrive. Mais c'est juste un process à mettre en place. Ces couleurs, c'est bien de savoir comment les couleurs fonctionnent entre elles. Quand on dit que les couleurs vibrent, c'est pas un hasard. C'est une utilisation très spécifique des couleurs. Donc avec mon cercle chromatique, comme ça, je vais définir tout ça. Et ensuite, généralement, ce que j'aime bien faire, si je veux vraiment aller loin, c'est ma planche tendance. Je vais prendre un support, je vais commencer à utiliser un peu les couleurs que j'ai définies. Même plus de couleurs que parfois celles que j'ai définies. Je les applique avec différents types de pinceaux, ou au doigt, ou en faisant couler, etc. Je regarde un peu ce qui se passe. Et quand j'ai un ensemble de couleurs sur mon bout de papier qui me plaît, je l'isole cet endroit-là. Je l'isole et j'ai ce qu'on appelle une planche tendance, ou une mood board. C'est quelque chose que j'utilisais dans mon ancien métier, qui était la communication. Et les publicitaires et tous les autres font systématiquement ça. Et c'est génial. C'est vraiment le fait de commencer à confronter vos couleurs les unes avec les autres, avant même de vous lancer sur la toile. Et ça vous donne quelques échantillons, ou un panel, un support, avec un jeu d'essai qui va être super pertinent pour la suite, pour votre création. Vraiment. Et c'est une étape qui est trop négligée dans la peinture, certains se lancent tête baissée, alors qu'à mes yeux, elle est quasiment indispensable. Je vais pas trop continuer sur la couleur, parce que ça pourrait prendre 10 heures de vidéo. Et après, donc qu'est-ce que je vais faire? C'est la composition. La composition, soit elle est née aléatoirement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec une première couche, et là je laisse agir, soit bien entendu, je la définis. Une composition, ça peut être juste une réflexion que vous apportez sur l'agencement des différentes zones que vous allez créer, comment vous allez les peindre, quel élément va être à tel endroit, chaud, froid, est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va casser, la dynamique avec une vraie barre, est-ce que... Vous pouvez faire tout et n'importe quoi. Voilà, c'est à vous de définir ça. Vous pouvez le dessiner, comme on le fait de façon plus académique, crayon ou alors fusain, le classique. Donc ça vous aide d'avoir des fois des lignes directrices, un cercle, un trait, etc. Chacun a sa méthode pour ça, mais c'est assez rassurant. Et en repeignant par-dessus, si vous prenez certains types de crayons qui sont pas du HB justement, qui sont très clairs, ou alors du fusain, vous allez pouvoir travailler voilà, de cette façon-là, vous allez pouvoir effacer, repeindre par-dessus, c'est pas un souci, c'est fait pour. Ça, c'est pareil, c'est tout un ensemble de choses qu'on voit plus. Moi, je vous mets un lien sur toutes les formations, ça sera plus simple, mais l'abstrait concret, ça c'est ma grosse formation de cette année. Là, il y a tout. Il n'y a pas que la couleur, il y a vraiment tout, tout, tout. Je vous laisse voir, je vous mets le lien ici. Mais ce côté préparatif peut être important, effectivement, de structurer, de dessiner parfois, de faire des zones, de faire certaines choses pour vous donner là sur votre composition, pour que ce soit beaucoup plus structurant. C'est pas parce qu'on fait de l'abstrait qu'on jette des taches de peinture et qu'on fait tout et n'importe quoi. C'est bien de structurer sa démarche. Ensuite, et ça va avec la composition, je vous avoue, je l'anticipe un peu aussi avant, c'est le choix du support. Papier, bois, toile, 6 toiles, coton, lin, polyester. Combien de châssis? Est-ce qu'on va être sur un monochâssis ou un polyptyque? Le polyptyque, c'est ce que j'adore faire. C'est du moment où vous utilisez plus d'un châssis. Si vous utilisez 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 châssis, tout est possible. Il faut le définir. Ça s'anticipe et justement votre création va être tributaire de tous ces supports et de votre format, s'il est petit, s'il est grand. On ne travaille pas de la même façon sur tous les formats. Ça, c'est très important. Si je travaille sur un polyptyque, l'agencement. On n'a pas forcément des toiles de façon linéaire affichées les unes à côté des autres. On peut avoir des toiles qui sont proposées de façon irrégulière, mais avec par contre une composition, un tableau qui lui est très régulier sur... Voilà, je vous montre un exemple ici par exemple. C'est super de pouvoir apporter cette réflexion à ce niveau-là, parce que souvent certains ne l'anticipent pas, se jettent sur la toile, alors que vous pouvez être créatif au-delà du support, vous voyez?
sur le choix même des châssis, de comment ils sont présentés. Vous pouvez être créatif jusque-là. Donc, faites-le. Faites-le. N'oubliez pas cette étape. Ensuite, ce que j'appelle la définition du terrain. Là aussi, souvent, on se lance tête baissée, alors que le terrain, est-ce qu'on va travailler sur quelque chose de plat, sur une toile de façon plate, comme ici, ou alors, allons-nous utiliser de la matière? Voilà. C'est deux approches très différentes. Voilà, tiens, toi, tu vas aller là. Donc, bien entendu, on le définit et on anticipe. Parce que, quand on travaille directement sur la toile, j'en parlerai ensuite, mais les châssis sont apprêtés, on peut peindre tout de suite. Si on veut de la matière, en fonction de ce qu'on utilise, ça peut prendre du temps. Il y a mille et une façons de faire de la matière. Quand on veut du grain, quand on veut pas de grain, quand on veut de la définition, avec du sable, avec plein de choses. Voilà, c'est des produits différents, il y a plein de façons de faire. Ça, pareil, dans l'abstrait concret, je vous en parle sous toutes les coutures, je vous apprends à faire toutes les méthodes. C'est important de le définir. C'est important de le définir parce que si j'utilise, en fonction de la matière, il y a certaines matières qui vont sécher en une demi-heure, et pour d'autres, il va bien falloir 48 heures. Il faut bien avoir conscience qu'on ne va pas se jeter tout de suite sur la toile si on travaille avec de la matière. Ensuite, les essais préparatoires. Une étape aussi qu'on néglige souvent. Quand on a peur de se lancer tout de suite, on s'entraîne. On s'entraîne. Moi, généralement, je me lance pas tête baissée. Je prends un support en bois Je prends un support en bois qui peut être un support comme celui-là et je vais dessus faire un jeu d'essai. Voilà, comme vous le voyez ici. Sur ce support, je vais commencer à faire le même travail que je vais faire sur la toile avec peut-être un peu moins de définition, mais ça me permet de voir si les choix de couleurs que j'ai fait et tout le reste, si les couleurs vibrent, si tout fonctionne en harmonie, ma composition, etc. Et après, je vais pouvoir faire sur plus grand. Mais c'est une bonne étape d'entraînement, donc soit sur carton toilé, châssis en bois sauté, comme celui-là, contreplaqué, ou sinon sur du papier, canson par exemple. Et ensuite, c'est parti, je suis prêt, j'ai tout ce qu'il faut, là je me lance sur mon support final. Donc le support en question, il est préparé, bien entendu vous avez installé vos clés, vous avez tendu de façon optimale votre toile, tout est prêt, ça on est d'accord, hein, j'en ai assez parlé. Dans un premier temps, le matériel. Essayez d'avoir sous la main tout le matériel dont vous allez avoir besoin. Ça peut faire sourire certains, mais on ne travaille jamais de la même façon sur un petit format que sur un grand. Attention à ça, si je suis sur un grand support, bien entendu je vais avoir des spalters de taille un peu plus large, des pinceaux en conséquence qui correspondent à ce que je vais faire. Si je travaille trop petit et que je n'ai pas quelque chose de cohérent, ça va se sentir tout de suite dans votre œuvre. Ça va être catastrophique. Vous allez tout de suite être dans le détail, alors que peut-être sur le fond, il aurait fallu une large brosse pour justement avoir un peu des marques de brosse, ce genre de choses. Il faut anticiper. Ça change vraiment tout d'anticiper sur votre matériel. Ça viendra avec la pratique, l'expérience. Mais essayez d'avoir un maximum de taille de brosse, enfin un maximum. Je sais que si je travaille sur un grand format, par exemple, ça va le minimum de brosse qu'il va me falloir pour mon fond, c'est celui-là. C'est celle-là, c'est ce type de brosse. Après, j'en ai encore des plus grandes, qui n'est pas là. Mais voilà. Il vous faut quand même un panel de matériel qui vous permet de répondre à tout. D'ailleurs, j'en profite pour télécharger gratuitement le guide du matériel, guide du débutant. C'est en description, ça vous permet, vous aurez un cours gratuit. Vous aurez le guide du matériel et plusieurs surprises, vous verrez. Je vous mets le lien ici, dans la description, un peu de partout. Voilà, comme ça vous ne demanderez pas le matériel que j'utilise. C'est tout dedans dans un petit e-book que j'ai fait, et c'est accompagné de plein de choses. Donc j'ai mon support, j'ai mes pinceaux, j'ai tout ce qu'il faut autour de moi. Je peux me lancer. C'est parti, je travaille sur mes premières couches. Je sais où je vais, en théorie, vu que j'ai tout défini. Soit je fais ma couche de façon aléatoire, ma première couche, soit je travaille directement sur ce que j'ai défini. Et comme ça, j'avance. La gestion du temps alloué, anticipée. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez être tributaire de tout votre matériel, votre peinture, le mortier, tout ce qui va sécher. Voilà, ça demande du temps. Ça, il faut le gérer dans votre emploi du temps. Si vous vous dites, ah, j'ai une demi-heure, je vais faire un tableau, wow, à moins de faire l'abstraction lyrique, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Généralement, création, on l'anticipe sur plusieurs jours. Du début de la création de l'idée jusqu'à la finition, avec les couches de vernis, oui, il y a plusieurs jours. Et ne vous jetez pas, ça c'est un conseil, enfin, je vous le redis, c'est pas parce qu'on fait de l'abstrait qu'on fait n'importe quoi. Prenez votre temps, couche par couche, allez dans les zones. Une couche, une autre couche, on travaille avec de l'acrylique, ça sèche vite, mais l'avantage c'est qu'on va pouvoir faire plein de couches. Et généralement, comme vous le savez, moi je suis un fan des glacis, je vais faire des glacis très fins, très légers, de plus en plus, sur plein de zones, etc. Donc ça prend du temps. Mais plus vous êtes patient, plus vous serez récompensé et plus vous allez avancer concrètement. Votre pratique
vous allez évoluer dans votre pratique et vous ne ferez pas du surplace, et vous allez avoir un beau tableau qui est justement le fait d'avoir travaillé dans le détail, le fait d'avoir fait des ombres, d'avoir réfléchi à vos valeurs, d'avoir géré tout ça, votre lumière, vos contrastes, etc. Avoir quelque chose qui vous plaît, qui fonctionne, qui vous plaît en tout cas. Donc ne vous jetez pas, prenez du temps. Si vous mettez trop la pression, vous cherchez à aller vite, ça va pas fonctionner. Et puis vous allez être en souffrance, donc ça sert à rien. Faites des pauses de plusieurs heures, voire 24 heures, revenez sur votre toile avec un œil neuf, vous allez faire des choses magiques. Et c'est comme ça que vous allez avancer. Je vous le dirai jamais assez. Donc donnez-vous du temps, donnez-vous du temps. A contrario, je fais une petite parenthèse, par contre, ne vous donnez pas trop de temps non plus. C'est-à-dire, je connais certains qui sont incapables de finaliser leur tableau et qui sont en souffrance chez eux, qui ont des fois une trentaine de toiles qui attendent, et ils n'arrivent pas à finir. Donc là, il faut parfois aussi se dire que fait est mieux que parfait, que la perfection, ça n'existe pas. Comme on dit, le diable est dans les détails. La perfection, ça n'existe pas, c'est intangible, donc ça sert à rien d'aller trop loin aussi. Bien sûr, je ne vous dis pas de... Il faut trouver ce juste milieu. Il faut avancer, il faut quand même un petit seuil d'exigence, mais il y a un moment, il faut vous dire « Ok, là c'est fini, j'arrête ». C'est pas facile de se dire « J'arrête, c'est fini ». Mais ça viendra avec la pratique. Donc moi j'ai eu la chance de vendre plus de 650 tableaux maintenant, donc j'en ai fait pas loin de 800. Et j'ai encore beaucoup de mal à savoir quand je m'arrête, à quel moment, même si ça va mieux sur ce point-là. Mais ça prend du temps. Au début, syndrome de l'imposteur, le manque d'expérience, plein de choses qui on se dit mais c'est fini quand, je sais pas, ah non c'est pas, je suis pas content, voilà, donc on est toujours, vous voyez exactement ce que je veux dire. Donc je vais pas aller plus loin. Je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite vraiment à mettre un pouce levé pour me montrer que ça vous a plu, et puis abonnez-vous à la chaîne parce que de moins en moins de gens s'abonnent en ce moment. Alors je sais pas de quoi c'est dû, il y a sûrement plein de raisons. Moi, mon but, c'est de vous donner le meilleur de tout ce que je peux vous donner. C'est mes petits conseils à ma modeste hauteur. Mais tout ce que je partage dans ma vie d'artiste peintre professionnel, je vous le transmets. Voilà. Pour que vous aussi, vous puissiez devenir professionnel ou non, mais en tout cas, que vous puissiez vraiment vous épanouir dans votre passion de la peinture, dans la joie, en enlevant tout ce côté de frustration. Et voilà. Pour vous faire plaisir, c'est le plus important. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, ça me fait aussi très plaisir quand j'ai vos commentaires sous la vidéo. Là c'est pareil, il y en a de moins en moins en ce moment. Donc je compte sur vous. Écoutez, voilà. Merci beaucoup, je pense avoir fait le tour. N'oubliez pas d'aller voir les petits liens que je vous ai montrés. Il y a le lien de la page des nouvelles formations et celui du kit du débutant si vous voulez le télécharger. Et puis moi je vous dis merci beaucoup pour tout. Et puis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao les amis.